Je comprends mal ce qu'en art on nomme un novateur. Par les générations futures, une œuvre devrait être comprise. Mais pourquoi? Et cela signifierait quoi? Qu'elle pourrait l'utiliser? À quoi? Je ne vois pas. Mais je vois bien mieux, encore que très obscurément, que toute œuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus grandioses proportions, doit, avec une patience, une application infinie, depuis les moments de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre s'il se peut l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre. Jean Genet, l'atelier d'Alberto Giacometti. Ce qui m'intéresse le plus, c'est une tête. Enfin, toute la tête m'intéresse. Mais je crois maintenant qu'il faudrait arriver à construire le plus précis possible l'œil. Et que si j'avais ça, si j'avais la racine du nez, le départ des yeux, quoi, la courbe même de l'œil, tout découlerait de là. Très émouvant d'entendre la voix d'Alberto, intense, âpre. Et dans ces quelques phrases, il résume, il me semble, toute son aventure et sa recherche. Aventure et recherche qu'il disait être à fond perdu. Je ne pense pas qu'on puisse dire à fond perdu parce qu'il pensait toujours qu'il allait aboutir à quelque chose, en tout cas progresser. Simplement, son œuvre et sa démarche n'aboutissaient jamais à un résultat satisfaisant. Il était hors de question pour lui d'arriver à un bel objet, à un objet esthétique satisfaisant, à une sculpture. Ce qu'il aimait, c'était le trajet. J'étais très surpris tout à l'heure quand j'ai vu ce tableau parce que j'avais gardé le souvenir, je n'ai pas vu depuis 40 ans, j'avais gardé le souvenir d'un tableau inachevé. Et maintenant, il me semble achevé. Alors, il s'est achevé tout seul. Parce que là, il est parfait, je trouve. Il est vraiment achevé. Enfin, pour Alberto, il était tout à fait inachevé. Parce que quand il est parti pour l'hôpital de Coire, la dernière fois, il a laissé mes deux portraits contre le mur en disant quand je reviens, on va continuer. Et puis, il n'est pas revenu. Voilà, alors, vous avez le tableau. Même avec un modèle accidentel comme j'ai été, je crois que ce qu'il voulait, c'était créer une espèce de fascination pour qu'on ne puisse pas lui échapper. C'est comme si on était prisonnier de quelque chose. Alors, il voulait à la fois qu'on soit son prisonnier, sa proie, mais il voulait aussi qu'on lui oppose ce qu'on est soi. Il fallait rester soi, pas du tout avoir l'air de devenir un pantin manipulable. Il fallait garder sa personnalité tout en se donnant, enfin complètement, à sa prédation. Alberto avait donc rue Hippolyte Mindron, cet atelier depuis 1927, je crois. Et c'était minuscule. Je crois que l'atelier lui-même devait faire, je sais pas, 22 mètres, 23 mètres carrés. Quant à sa chambre où il habitait, elle faisait 17 mètres carrés. Mais c'était un homme qui, de toute façon, ne s'encombrait de rien. Il vivait d'une façon la plus simple qu'on puisse imaginer.
Et quand je l'ai rencontré, je tout de suite été d'abord séduite par l'atmosphère qui régnait dans cet atelier. Car il travaillait le plâtre, la terre. Cette terre séchait, il la grattait. Donc tout était couvert d'un voile gris. Alors cette photo de cette chambre qui était la chambre d'Alberto, la chambre à coucher, la chambre un peu à vivre, quoiqu'il vivait toujours dans l'atelier. Alors ici, il y a un portrait d'Alberto fait par son père. Il ne s'encombrait pas, hein. Il y avait un thermomètre, des fleurs, sans doute mises par Annette. Je le vois mal acheter des fleurs. Deux pièces égyptiennes que Annette avait toujours gardées dans son appartement après sa mort. Un petit tableau de pommes fait par Alberto. Un réveil. Il n'y avait rien d'inutile. Pendant toute l'époque que j'allais à ce bordel, j'allais continuellement voir au Louvre et ailleurs, voir les sculptures, n'est-ce pas? J'ai copié depuis toujours, depuis l'enfance, absolument tout ce qui me tombait sur la main, tableaux et sculptures de toutes les époques. Et peu à peu, j'ai, je crois, été intéressé ou attiré à peu près par tout ce qu'on a fait. Giacometti a visité le Louvre avant la guerre. Il connaissait absolument le Louvre par cœur, salle par salle, comme il dit. Après-guerre, entre 46 et 50, disons, avant que je ne parte à Grenoble, il y allait moins. Mais j'ai fait 3 ou 4 visites avec lui. Et alors son parcours, il faudrait reprendre d'ailleurs, avant de parler de ce qu'il voyait au Louvre, de ce qu'il avait vu lorsqu'il était très jeune, lorsqu'il a fait son premier voyage en Italie, avec son père en mai 1920 à Venise. Alors ce qu'il a bouleversé, naturellement, c'est Tintoret. Il a vu tous les Tintorets de Venise et il n'aimait que Tintoret et il détestait Titien, Véronèse. Il fait une exception pour Bellini, un petit peu. Puis après, il va avec son père à Padoue. Alors il découvre Giotto, il est très malheureux parce que Giotto lui donne un coup de poing terrible, comme il dit, mais il est obligé... C'est Tintoret qui dégrégole, il est malheureux comme tout. En sortant de Padoue, quand même, ça c'est très important, il a vu 2 ou 3, comme il dit, de jeunes filles. Il les a vues avec à la fois fascination et avec terreur. Puis il revient en Italie en automne et il découvre la petite statuette égyptienne à Florence. Alors là, il s'aperçoit que c'est ce qu'il y a de plus près de la vérité qui était son objectif fondamental. Et puis il passe à Assise, où il voit les Cimabue d'Assise, qu'il bouleverse naturellement. C'était son tableau préféré, celui qu'il aimait le plus. Il est d'une telle puissance, d'une telle grandeur, à la fois physique et mystique, enfin religieuse, parce que c'est une icône. Et alors en effet, l'objet invisible qui a fait l'objet de tellement de commentaires, je ne veux pas, y compris de la part de Breton d'ailleurs, qui date de 1934, est un moment tournant où il représente cette femme sur une espèce de siège qui évoque un petit peu le trône extraordinaire qui est dans la Maestà, et le jeu des mains, ce qui bouleversait Giacometti dans le tableau, en dehors naturellement de la majesté, de la grandeur, du chromatisme qui est tellement raffiné, il y a des dégradés de couleurs extraordinaires, mais ce qu'il frappait, c'était les mains, la densité des mains et la vérité des mains. Et si vous regardez le tableau, derrière moi, regardez tout le manège extraordinaire des mains, la main de l'enfant, la main des anges autour, la main de la Vierge. Et dans l'objet invisible, évidemment, ce qui est extrêmement important, c'est le mouvement des mains qui essaie d'attraper on ne sait quoi, non pas un enfant, comme on a pu le dire fatalement, mais c'est l'objet même de l'art, la réalité, qui est insaisissable. Alors il était très content de la tête, qui ne correspond pas du tout aux têtes qu'il a faites par la suite,
mais il était par contre mécontent du corps. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'il a presque la même position que son œuvre. Et ça s'appelait donc l'objet invisible, mais c'est aussi maintenant le vide. Et c'était pour lui un jeu de mots parce que c'est aussi maintenant le vide. C'était là peut-être aussi la fin d'une époque et où il faisait le vide. Il y avait des discussions parce que Alberto avait rompu avec les surréalistes, et naturellement que les surréalistes regrettaient beaucoup d'avoir perdu un personnage aussi important qu'Alberto. Alors, ils étaient venus me voir dans mon atelier rue de Fürstenberg, et justement, j'avais discuté sur des choses, rapport de ton, quelque chose comme ça, avec Alberto, et on n'était pas d'accord sur un certain point, et Breton, on avait conclu que nous étions devenus des ennemis. Alors que c'était, au fond, la naissance d'une amitié qui a duré jusqu'à la mort d'Alberto. C'est vrai que dans l'altercation qui a eu lieu avec André Breton en 1934, il était question d'une tête. Il a été question d'une question que poserait André Breton à Giacometti. Vous vous souvenez de cette question qui avait trait à la tête? C'était probablement quand Breton a parlé de tête et aurait dit à Alberto, je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que Breton a dit à Alberto, Breton avait dit, tout le monde sait ce que c'est qu'une tête aujourd'hui. Et Alberto a répondu, moi pas. Et quand il a fait poser un modèle, c'était en 1935 je crois, il s'est aperçu que c'était là le vrai problème et qu'il n'avait jamais pu réellement faire une tête et savoir ce que c'était qu'une tête. Et il a fait poser ce modèle pendant des années et des années sans rien, sans aboutir à rien du tout. À l'académie, j'étais 5 ans, a fait la seconde année. Par hasard, je suis tombé sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que j'ai laissé tomber l'académie pendant tout l'hiver. J'ai passé tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne. Où je m'étais... Voulant le préciser, le saisir autant que possible, je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, non? De manière que, si d'abord je voulais faire tout le crâne, cela me dépassait, j'étais réduit à peu près à faire la partie inférieure, c'est-à-dire la bouche, tout au plus, le nez, les orbites, et pas au-delà. Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas être allé au bout, et depuis, j'ai toujours envie de reprendre cela. Et alors là, peu à peu, d'avoir un crâne devant moi ou un personnage vivant, la différence devient minime. Un vaut à peu près l'autre. Alors il y avait une tête qui le fascinait ici au Louvre. C'est l'autoportrait du Tintoret que j'ai vu en effet avec lui. Oh là là, quelle tête! Tout de suite quand il arrivait devant. Là, il y a cette petite tête qui est réduite à la tête et un petit peu le buste. Et alors qu'il le bouleversait parce qu'il ne pouvait pas l'attraper, il ne pouvait pas la voir, il était à une distance infranchissable. Et en même temps, ce qu'il voyait, c'était le crâne, qui pour lui est fondamental, et le regard. Ce regard qui, avec l'orbite de l'œil, qui est tourné en dedans, et qui est plus fort pour lui que le regard de Rembrandt, qui est tourné vers l'extérieur. On revoit toujours dans ses carnets de dessin une tête, alors là, une tête qu'il ne cesse de croquer sous toutes ses coutures, c'est la tête du Gudea. Ah oui, ça, évidemment, l'art chaldéen, comme il disait, l'art sumérien était extrêmement important pour lui, parce que c'est des têtes encore plus fortes que les têtes romanes, c'est des têtes
c'est les têtes les plus fortes du Louvre. Dans la sculpture égyptienne, qui m'a toujours beaucoup troublé et attiré, il y a le scribe qui est peint, bien entendu, et on a reproduit les yeux en verre ou avec des pierres. On a imité au plus près possible l'œil même. Mais le scribe ne vous regarde pas, il a un œil en verre. n'est-ce pas? Et cela me gêne, malgré l'admiration que j'ai pour le scribe, cela me gêne. Et alors, l'Égyptien qui a fait le scribe est évidemment infiniment plus fort et domine infiniment plus de choses que celui qui a fait la sculpture des Nouvelles Hébréides. Mais alors il se fait que celui qui a fait la sculpture des Nouvelles Hébréides, arrivant à donner le regard sans modeler l'œil, et que seul le regard compte, est beaucoup plus près de la réalité, de ce qu'il s'agit de faire, n'est-ce pas? Quand vous posez, il y a l'immobilité et en même temps, vous n'êtes pas immobile, vous êtes mouvement même. Tout, la tête, le truc, le nez, tout ça vit, se défend au milieu de l'espace qui, chez Alberto, prend souvent l'aspect d'un gouffre. Si vous parlez d'une tête, quand il veut rendre une tête vivante et autre, il est clair que c'est en fonction de la disparition de cette tête. Cette tête va disparaître, donc il faut la faire vivre. Avant qu'elle disparaisse, il faut lui donner toute sa force de résistance. Et ça, il en est conscient. Mais en même temps, la mort... le sentiment de la mort, je le trouve derrière son œuvre, obscurément ou sensiblement, constamment, quoi. Il y a une espèce d'angoisse constante. Là, c'est un dessin d'Alberto qu'il m'a offert en 1945. Qu'il exprime très bien, en ce sens que ce côté violent, ce côté ramassé, ce côté tendu, l'a séduit, et en même temps un certain suspens. Hein. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que un de ces thèmes de dessin qui revient constamment, c'est une espèce de lampe, la suspension.
moi, j'ai fait mes dessins, malheureusement, puisque je ne l'ai pas connu et je ne l'ai pas rencontré. J'ai fait mes dessins à partir de photos. Vraiment, j'ai cru que je n'y arrivais pas. D'ailleurs, vous voyez, il y en a plein et je n'ai pas laissé tout. Là. Il y en a plein qui ont été déchirés. J'étais un peu désespéré. Je pensais que c'était impossible. D'ailleurs, je ne suis pas complètement satisfait, vraiment. Mais pour moi, c'est ce constat que c'est peut-être un peu absurde de dessiner quelqu'un qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas vu, et de le faire uniquement d'après les informations que donnent les photos. Au fond, je n'ai décidé de vous montrer un dessin, parce que j'allais renoncer à les montrer, que parce que paradoxalement, j'ai eu des photos, comment ça s'appelle, des photogrammes, des choses extraites d'un film, où du coup, il n'est pas figé. Et alors malheureusement, elles sont minuscules, c'est ça. C'est Jean-Marie Drault qui m'a donné. Et du coup, j'ai une série où il n'y a pas cette chose à arrêter qu'il y a dans les photos. Et paradoxalement, ça a été plus facile pour moi de travailler à partir de ces photos d'1,5 centimètre que d'après de très bonnes photos, de très bons photographes qui l'ont bien connu. C'est étrange. Je suis humble justement par rapport à lui. Je ne me pose pas les mêmes questions. Je veux dire, mon dessin ne s'inscrit pas dans la même perspective. Si tant est que j'ai compris la perspective dans laquelle il inscrivait son dessin. Là, il y a une espèce de quête, comment on pourrait dire, il y a quelque chose un peu de désespéré dedans, une espèce de contradiction perpétuelle. Je veux dire qu'il fait un dessin qui est un peu le refus du dessin, ou le contraire. C'est-à-dire le dessin, chez lui, c'est comme s'il a incarné la pensée et le regard. C'est un dessin vivant, hein. C'est-à-dire qu'il a le refus de ce que fiche d'habitude le dessin, le contour. Il y a cette idée tout le temps de tremblement, de tremblement de vie en quelque sorte. Hein. Il y a ça chez lui en permanence. Il y a un trait qui remet en cause l'autre trait, qui remet en cause l'autre trait, qui remet en cause l'autre trait. Quand il voit quelqu'un, il ne le cerne pas parce qu'il le voit dans l'espace. Il y a l'homme et l'espace qui est autour de l'homme, qui est dans son trait en même temps. Donc, son trait, c'est le refus d'enfermer, c'est une chose vivante. Mes dessins, moi, n'existent que par rapport à l'espace réel dans lequel je vais les inscrire, et ils sont bâtis pour ça. C'est-à-dire qu'il y a l'espace qui détermine les corps dans mes dessins, est construit dans la perspective de l'inscription dans la rue des murs sur lesquels je vais les coller, de la façon dont on va les découvrir. Je travaille beaucoup le comment de la découverte. Dans la tête la plus insignifiante, disons, non, la moins violente, dans la tête du personnage le plus flou, le plus mou, non, ou un état déficient, non, si je commence à le regarder et vouloir le dessiner, le peindre, ou plutôt le sculpter, disons, tout cela se transforme en forme tendue et, il me semble, toujours de violence extrême, contenue, n'est-ce pas? Le fait même qu'il existe, qu'il n'est pas broyé ni écrasé, il me semble qu'il faut une force
Qu'il maintienne En le nom il et le maintient, n'est-ce pas? Je crois qu'il dit dans un de ses entretiens qu'il il se voit comme une tête sur une cheminée, sans bras, sans jambes, sans tronc. Et ça lui suffit pourvu qu'il puisse parler à quelqu'un, hein, pas tout seul. Ce que je dirais chez Alberto, qui m'a frappé, séduit, qui séduisait tout le monde, c'est sa conversation. Et vraiment, on peut dire que son œuvre aussi, entière, est une conversation. Quand vous conversez avec quelqu'un, vous vous mettez en face de quelqu'un. C'est là que vous conversez le mieux. Vous avez son regard, vous avez... Au fond, la recherche d'une espèce de réalité de la vie, du vivant. Il s'était installé à l'hôtel de Rives, où il travaillait. Je dois dire que j'ai été extrêmement surpris par son travail, parce qu'au fond, à ce moment-là, je vous dis, j'étais étudiant en lettres, et c'est l'époque où il faisait de toutes petites sculptures qui avaient à peu près la taille d'une allumette finalement, et puis là ça m'a troublé un peu. Il travaillait à ce moment-là, il a travaillé d'après un souvenir. Ce souvenir était un souvenir émotif aussi. C'est une amie qu'il avait abandonnée à Paris pour venir en Suisse et dont il était épris. Isabelle. Et Isabelle, oui, Lambert, à ce moment-là. Et ce qui lui intéressait avec une très grande intensité en mémoire, c'est de l'avoir vu sur le trottoir d'en face, à une assez grande distance. Boulevard Saint-Michel. Voilà. Et là, au fond, il la voyait entièrement. Il a fait des petites sculptures aussi de son neveu, elles avaient toutes la même taille. Quand il a fait plus tard des socles qui exprimaient la distance, repoussaient la sculpture dans la profondeur, évidemment, à l'exposition, ces petites sculptures prenaient une drôle d'allure dans tout l'espace. Quand Alberto est venu me montrer son dernier travail, c'était dans une boîte d'allumettes. Il m'avait rapporté pour me montrer. Il a ouvert une boîte d'allumettes, il m'a montré ses dernières œuvres. J'étais émerveillé de cette capacité de réduction. Et puis il y avait cet homme avec qui le contact était si intense et qui ne montrait rien, n'est-ce pas? C'était l'artiste qui, au contraire de Balthus, qui apparaît à Genève vers 1942 et dont une grande exposition montre l'œuvre en 1943, Giacometti, c'est quelqu'un qui pose des questions, qui bute sur des obstacles, qui vous dit, qui ponctue ses phrases par des non.
hein. C'était sa manière de parler, de sa manière rauque et interrogative et pressante. Ah oui, c'est Annette, Annette qui est apparue avec les amis étudiants en médecine ou étudiantes en médecine que je fréquentais. Elle avait à peu près notre âge et Alberto et elle se sont rapprochés à ce moment. Et c'était assez émouvant de voir ces êtres assez distants à première vue se correspondre. Et je trouvais qu'Annette, du moins peut-être est-ce à travers les représentations qu'Alberto en a données, avait une manière de se présenter à autrui d'une franchise, d'une entièreté admirable. Ça, c'était une rencontre assez drôle parce que, oui, j'étais là comme jeune soldat, comme j'ai beaucoup dessiné, là, à l'hôtel où j'étais. C'est la patronne qui m'a dit, mais en bas, là, il y a aussi un qui dessine toujours, allez le voir. Alors, je suis allé dans un atelier et j'étais un peu comme électrifié. Et là, il y avait Alberto qui était assis à une table avec une très petite figure, avec un couteau, plein de plâtre, et on a commencé à parler. Et ça, c'était au fond le commencement d'une longue amitié. Alors j'étais modèle pour Alberto, mais ça durait 2 hivers. Il travaillait toujours avec la main tendue et avec un pinceau très long, avec un bout très fin. Et il commençait à dessiner, parce qu'il a toujours dit que la dessin est la base de tout pour les sculptures et pour la peinture. Alors, il commençait à dessiner et il pouvait faire ça pendant 1 heure. Et ça, c'est vraiment essayé une fois. Ça, c'est très, très dur. Alors, il a commencé comme ça, et puis il a commencé avec les couleurs, presque toujours avec les yeux. Et comme ça, l'autre jour, il recommençait de nouveau, alors plus ou moins, il commençait à détruire ça, ce qu'il a fait, et il recommençait sur ça. Et il y a des tableaux qui sont presque des reliefs à cause de ça. Et là, on voit la distance entre Alberto et Annette. C'est quasiment la distance presque, je dirais, réglementaire entre le modèle et oui, là, naturellement, il y avait ça c'était toujours aussi fixé. Il y avait toujours les points là pour le chaise et la chaise pour le modèle.
un événement qui a eu lieu en 1938. Il vous l'a relaté, cet événement? Il l'a raconté à plus d'un. Oui, et je ne sais pas si je n'ai pas entendu plusieurs versions et je ne sais pas sur laquelle je dois m'arrêter. C'est l'accident qui l'a blessé, la canne qu'il doit porter et en quelque sorte le bonheur qu'il a eu d'être soudain par l'accident délivré de certaines circonstances de sa vie et ainsi propulsé dans une nouvelle époque de son existence. Et il était très très content de boiter, Alberto, en tout cas. Il s'en réjouissait tout le temps. Quand il faisait 3 pas dans la rue, il aimait montrer qu'il boitait. Mais bon, c'est un accident qu'il a eu et qui l'a conduit à l'hôpital. Là, il a eu des visions assis à l'hôpital, comme par exemple un chariot d'hôpital qui est devenu après, bien longtemps après, une œuvre magnifique qui s'appelle le chariot. Mais la jambe, c'est quelque chose qu'il avait toujours eu en tête et il a réalisé peut-être 20 ans après. 58. En 58, alors que c'était, 38, 58. Mais ça, c'est normal, c'est dans le tissu conjonctif des artistes et dans leur inconscient de loger des images et qui ne s'extériorisent que 40 ans après. C'est passé après la guerre, d'ailleurs, à peu près en 1945, je crois. Jusqu'à là, j'allais très souvent au cinéma avant la guerre. Je sortais du cinéma, je voyais la scène, je sortais, j'étais dans la rue, dans un café, il ne se passait rien. Il ne se passait rigoureusement rien. C'est-à-dire, il n'y avait aucune scission entre ma vision du monde extérieur, quoi, et la vision de ce qui se passait sur la toile. L'un était la continuation de l'autre. Jusqu'au jour où il y a eu une véritable scission, où au lieu de voir les personnages sur l'écran, j'ai vu des vagues taches noires qui bougeaient, et où je regarde les voisins, et du coup, je les ai vus comme je ne les avais jamais vus. Le nouveau n'était pas ce qui s'est passé sur l'écran, c'est ceux qui étaient à côté de moi. De ce jour-là, et je me rappelle très exactement, sortant boulevard Montparnasse, d'avoir regardé le boulevard comme je ne l'avais jamais vu. Tout était autre. Et la profondeur, et les objets, et les couleurs, et le silence, n'est-ce pas? Parce que ça jouait, c'était le film parlant, n'est-ce pas? Où tout me semblait autre et tout à fait nouveau. Donc, il y avait la curiosité d'en voir davantage. C'était, si vous voulez, une espèce d'émerveillement continuel de n'importe quoi. Il a eu cette sensation d'un vide qui isolait complètement les individus, les personnes qu'il pouvait voir dans la rue, et aussi la tête, ou même les objets, la table, la serviette. Il dit d'une serviette qu'elle avait l'air
une serviette chez lui posée sur la chaise, qu'elle avait l'air de flotter sur le vide, que les tabourets dans les guéridons de bistrot avaient l'air aussi de flotter, etc. Et que le garçon de café s'arrêtait tout d'un coup, il était complètement immobilisé, tout en versant la boisson qu'il avait commandée. Et c'était pour lui une révélation qui a complètement modifié sa vision et sa façon d'aborder le modèle et de retrouver devant la tête un mystère insoluble. Dans ce texte, il y a deux morts. Celle de quelqu'un qui est mort dans la chambre à côté et qu'il a regardé et qu'il a vu mort, et que mort, ça ne comptait plus, c'était un objet insignifiant, alors que, en même temps, toute la personnalité de cet ami qui était mort emplissait l'atelier, et la rue, et était partout dans l'air, sauf dans ce mort qui était pour lui comme un chat écrasé auquel on n'attache pas d'importance. Et c'était une référence aussi. Ça lui fait penser aussi à un autre mort qui était celui qu'il avait, avec lequel il a fait un voyage en Italie et qui est mort à ses côtés, enfin aussi dans les circonstances. C'était toujours des gens âgés qui étaient morts. Et cette sensation de la mort qui habitait pour lui aussi bien les vivants que plus les vivants que les morts, l'obsédait continuellement. Si bien que, par exemple, il ne pouvait pas dormir dans sa chambre sans lumière. Il ne supportait pas la nuit dans la chambre. À ce moment-là, je commençais à voir les têtes dans le vide, dans l'espace qui les entoure, quand pour la première fois j'aperçus clairement la tête que je regardais se figer, s'immobiliser dans l'instant définitivement. Je tremblais de terreur comme jamais encore dans ma vie, et une sueur froide courut dans mon dos. Ce n'était plus une tête vivante, mais un objet que je regardais, comme n'importe quel autre objet, mais non, autrement, non pas comme n'importe quel objet, mais comme quelque chose de vif et mort simultanément. Je poussai un cri de terreur, comme si je venais de franchir un seuil, comme si j'entrais dans un monde encore jamais vu. Tous les vivants étaient morts, et cette vision se répéta souvent, dans le métro, dans la rue, dans le restaurant, devant mes amis. Je ne sais si je suis un comédien, un filou, un idiot ou un garçon très scrupuleux. Je sais qu'il faut que j'essaye de copier un nez d'après nature. Et là, dans le texte, ça reste un peu brumeux, mais enfin, c'est quand même net. C'est que il fait un dîner, un bon dîner, où il est un peu saoul. Il va au Sphinx, il s'arrange pour attraper une maladie vénérienne. En fait, il fait rien après pour l'arrêter, ce qu'il aurait pu faire, parce que véritablement, c'était le jour de la fermeture du Sphinx, il pouvait se dire, oui, bon, il faudrait que j'aille voir tout de suite le médecin. Non, ça peut le servir. 4 figurines. Plusieurs femmes nues vues au Sphinx, étant moi assis au fond de la salle. La distance qui nous séparait, le parquet luisant, et qui me semblait infranchissable, malgré mon désir de la traverser, m'impressionnait, autant que les femmes. Les femmes sont toujours immobiles et ne bougent pas, et les hommes ils marchent toujours. Mais il y a des exceptions. Il y a cette maison clos où cette boîte avec une femme là-dedans qui marche de maison à maison et qui marche aussi. Alors il y a aussi, c'est pas toujours comme ça, mais normalement c'est l'homme qui bouge et la femme qui est debout. Alberto cherche à faire ressemblant. Il a une idée de la ressemblance, mais c'est une idée très particulière. Ça n'est pas la ressemblance
photographique, oui, ou anecdotique ou autre. Mais nous l'attendions et il arrive, et, il s'installe et il ne bouge plus en regardant Annette avec insistance. Qui était en face de lui. Au bout d'un moment, il dit « Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, avec autant d'insistance ?» Il me dit « Mais c'est que je ne t'ai pas encore vu. » Et Annette dit « Tu ne m'avez pas encore vu, je viens de poser 4 heures pour vous, et vous ne m'avez pas vu ?» Il dit « Non. » En effet, quand il est devant son modèle, il est devant quelque chose de parfaitement inconnu. Lui, il était parfait. Il pouvait être sans bouger pendant des heures, comme un soldat, comme ça, tac. Il était pour modèle, il était idéal. Et Alberto, il était intéressé parce que c'était quand même un modèle qui était différent des autres modèles. C'était un Asiate ou un autre type. Alors ça l'a intrigué et il a fait beaucoup de portraits. Il a fait une seule sculpture seulement. Il a fait que des portraits. Yanehara, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas bouger. Il pouvait ne pas bouger pendant des heures et des heures et des heures. Donc là, il avait affaire, Alberto, à plus fort que lui. Le modèle était plus fort que lui. Oui. Mais c'est la nature de la tête aussi, plus compacte, plus dense. Quelque chose qui se ferme en lui-même. Je pense que c'était la configuration aussi qui... Bon, ça sans doute, ça devait jouer. Mais aussi, c'est parce que c'était un Japonais absolument capable de tenir la pose pendant 36 heures, s'il avait fallu. Et quand Alberto lui a demandé de repousser son voyage, une fois ou deux ou trois, je ne sais plus, il est resté. La cage, c'est encore une histoire, les cages. C'est amusant. Ce besoin d'encager, quelquefois, et même de construire dans ces toiles des encadrements, quelquefois successifs et autres. Alors, je trouve ça pas bête du tout, parce que les cages, ça resserre. Quand une chose est encagée, évidemment, vous la regardez plus. S'il y a l'espace autour, bon, elle se perd un peu dans l'espace. Là, elle prend plus de consistance, hein. Mais en même temps, il y a un mot que Giacometti, qui m'a toujours frappé, quand il fait les portraits, il s'arrête. Ah, ça va pas, dans le texte. Il dit, mais le lendemain, il dit, ah, mais là, il y a une ouverture. Il parle toujours d'ouverture. C'était ouvert, voilà. De tous les dessins, on peut dire ça. Ce n'est pas des dessins fermés comme un dessin de Matisse ou comme un dessin de Picasso. Mais peut-être comme un dessin de Cézanne, qui est en effet ouvert à toutes les... ou Bonnard. Si je veux tâcher de réaliser la chose qui m'est extérieure, dans la vue, disons, de modèle d'une femme, n'est-ce pas? Alors là, la question de la taille se présente tout à fait autrement, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. La chose que je vois, je la ressens, je la vois, mais j'ignore complètement par quel moyen je pourrais la réaliser. Donc j'ai beaucoup de chance que je commence à me tromper
pendant peut-être des années sur la taille, n'est-ce pas? Que pour rendre ce que je vois, la taille joue un rôle énorme, il suffit qu'on soit 5 cm au-dessus ou au-dessous pour y passer continuellement à côté. La distance se transformait pour lui en un artifice, pas un artifice, mais en un volume, un pied volumineux qui marquait non seulement la distance, mais aussi la solitude, l'isolement de la figure. Elle est toujours vue d'un peu loin. Ou bien on étreint quelqu'un, ou bien on le voit d'un peu loin, c'est-à-dire petit, élongué, je ne parle pas mon nom, hein, mais comme à travers l'œuvre d'Alberto, et puis avec une distance infranchissable. La distance infranchissable, il la traduisait quelquefois par des socles allongés ou par des places où il y avait des petites figures qui se dressent, mais surtout par l'énormité des bases. Diego, c'était un alter ego qui intervenait à tout instant dans la vie d'Alberto. Il travaillait à quelques mètres de lui et Alberto allait chercher demander son avis pour n'importe quoi. Moi, dans les travaux que j'ai faits avec Alberto, qu'il s'agisse de litho, de livres, des choses comme ça, il fallait toujours que Diego donne son avis, et approuve ou pas. Et Diego était assez sévère. C'était comme un maître d'école qui disait à Alberto « Non, ça, il ne faut pas, ça, oui ». Et puis sur les fontes, c'est-à-dire sur la décision à prendre des plâtres qu'il fallait envoyer à la fonderie, c'était lui le patron, en fait. Hein. Et lui, il faisait les supports, il faisait après le plâtre, il faisait les moules, il faisait la patine. Il contrôlait la patine et tout ça. Et Alberto n'avait rien à faire avec ces choses. Et il était, au même temps, il était le modèle le plus important. S'il n'y avait personne, c'était Diego qui était aussi obligé, à côté du travail qu'il faisait pour son frère, aussi d'être modèle. Et c'était quand même le modèle le plus important dans le temps. Sa mère, c'était sa mère d'abord et pas un modèle. Enfin, le modèle, il a fait des portraits de sa mère et des dessins très, très beaux à Stampa, mais c'était un personnage central dans sa vie. Enfin, je me souviens quand j'allais le soir comme ça, entre 5 et 7 le voir, tous les jours, il téléphonait à sa mère. Et j'entendais une conversation dans ce dialecte italien qu'ils parlaient l'un et l'autre. Et c'était quelque chose d'essentiel dans sa vie, plus que n'importe qui. Je crois même savoir que quand il retournait à Stampa, il était traité comme un enfant qu'on lavait, qu'on préparait, qu'on remettait en selle pour le nouveau départ à Paris et dans la vie qu'il menait, quoi. Et par rapport à son travail, la vie de sa mère était prépondérant ? Moi, je crois que c'était surtout sa mère la représentation d'un pays qui n'a jamais vraiment quitté, tout en n'étant jamais là, ou très peu. Et il avait besoin de ça, et la mère, c'était aussi bien la maison familiale que la montagne, que le paysage de Stampa, que l'obscurité sans soleil pendant l'hiver, et que la nature et
les pierres dont il a parlé dans des textes qui ont compté beaucoup dans son enfance même. J'ai été mêlé à pas mal d'expositions de lui, enfin quelques-unes, disons. Et il n'avait jamais envie d'exposer, c'est pas ça son problème. Et quand il avait finalement cédé aux instances d'une biennale ou d'une galerie, c'était pour essayer... il voulait absolument montrer les choses qu'il venait de faire la veille, les choses qu'il n'avait pas encore faites. Il se projetait dans le lendemain en disant « Peut-être je fais cette exposition, maintenant je ne peux plus reculer parce qu'on a fait un catalogue, mais je vais montrer ce que j'ai... » Alors il a porté à Zurich, par exemple, ou à Venise, des sculptures ruisselantes comme ça qui n'étaient pas sèches. Même pour faire les fontes. Hein. Il n'était jamais d'accord pour faire les fontes. Mais il y avait toujours quand même des gens qui intervenaient autour de lui, ces marchands et Diego, pour dire que, bon, ça suffit comme ça, on ne peut plus bouger dans l'atelier, alors il faut emmener une dizaine de plâtres chez le fondeur qui s'appelait Sus, pour que tu puisses te mouvoir même dans l'atelier et recevoir un modèle. En principe, tu poserais pendant 1000 ans. Je suis persuadé d'avance que dans 1000 ans, je te dirai, tout est faux, mais je m'approche un petit peu. Il n'y a aucun motif de changer de modèle. Au contraire, mon seul souci, ça serait de me restreindre le plus possible sur le même sujet et tâcher de les pousser le plus loin possible. Sans me demander à quoi ça aboutit. Parce que ça aboutisse à un échec ou à une réussite, en réalité, c'est exactement la même chose. Ou plutôt, il n'y a réussite qu'à la mesure de l'échec. Plus ça échoue, plus ça réussit. Croyait-il qu'il allait mourir? Oui, je pense, oui. Depuis 63, avec le cancer déclaré, et puis il a été très surpris, je crois, quand on lui a dit ça et qu'on l'a opéré une première fois. Je crois qu'il pensait qu'il allait mourir. Il me l'a dit, oui. Mais pas aujourd'hui. Dans 100 000 ans. C'est repousser le terme, c'est-à-dire c'est le nier, l'annuler, quoi. Il n'y avait pas de terme. Eufameito passa icer, que kai pontos kai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejoi zongoi tornizon, melei garpros gemas baini, foibos acersecomas eujaitas. Étant enfant, entre 4 et 7 ans, je ne voyais du monde extérieur que les objets qui pouvaient être utiles à mon plaisir. C'était avant tout des pierres et des arbres, et rarement plus d'un objet à la fois. Je me rappelle que pendant 2 étés au moins, je ne voyais de ce qui m'entourait qu'une grande pierre, qui se trouvait à environ 800 mètres du village. Cette pierre et les objets qui s'y rapportaient directement. C'était un monolithe d'une couleur dorée, s'ouvrant à sa base sur une caverne. Tout le dessous était creux, l'eau avait fait ce travail. L'entrée était basse et allongée, à peine aussi haute que nous à cette époque. Par endroits, l'intérieur se creusait davantage, jusqu'à sembler former tout au fond une seconde petite caverne. Ce fut mon père qui un jour nous montra ce monolithe, découverte énorme. Tout de suite, je considérais cette pierre comme une amie, un être animé des meilleures intentions à notre égard, nous appelant, nous souriant.
comme quelqu'un qu'on aurait connu autrefois, aimé, et qu'on retrouverait avec une surprise et une joie infinie.